Chers amis, la saison des ventes aux enchères est ouverte et je pense qu'au mois de mars et au mois d'avril, on va avoir de très jolies ventes avec de très jolies montres. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de notre série perpétuelle, l'épisode 8, et aujourd'hui la prochaine vente de montres et de bijoux de la belle maison Rossini, et je vous ai préparé pour ça une jolie sélection de montres de cette vente. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est seulement sur les Rabilleurs. On va commencer cette sélection avec deux très jolies montres Omega qui ont vécu, certes, mais deux très jolies montres Omega, une assez mystérieuse et l'autre qui en appelle à la divinité. La première, c'est une Omega Speedmaster référence 145-022-69. Je ne vais pas vous refaire l'histoire de la Speedmaster qui est à l'origine, à la fin des années 50, en 1957, une montre d'automobiliste, une montre de pilote, une montre pour chronométrer des temps, et on voit les publicités avec les petits bonshommes dans leurs voitures qui font la course. Mais cette montre-là est vraiment intéressante parce que d'une part, elle nous vient de son premier propriétaire, d'autre part, elle vient avec sa boîte, de troisième part, elle vient avec sa facture de chez Fred dans l'aéroport Orly, donc assez incroyable. Mais surtout, elle est mystérieuse parce qu'elle dévoile un cadran Omega Speedmaster Professional Mark II. Un cadran qu'on trouve normalement sur le référence 145-014 avec, vous savez, ces boîtiers tonneaux de plus grande taille. Donc vraiment très étonnant, j'ai beau chercher dans la littérature, je n'ai pas trouvé d'exemple similaire. Alors est-ce que le distributeur à l'époque, pour un problème quelconque, avait fait un changement de cadran? Je n'en sais rien. Techniquement, ça n'est pas son cadran d'origine. Si tel est le cas, ce serait vraiment une première, ou en tout cas c'est quelque chose qui est très rare. Mais on a bien la facture d'origine qui correspond à cette jolie Omega Speedmaster que j'aime. Alors même si son état, vous voyez, son verre est bien avancé, mais ce qui nous prouve aussi que la montre est restée avec son propriétaire et n'a pas été modifiée, on a ce très joli bracelet 3 rangs de maillons Omega extrêmement fin à mailles pliées avec sa mention calendaire de 1970, qui est assez cohérent puisque la montre daterait de 1971 grâce au numéro de série de son calibre 861. Chers amis, la seconde Omega, comme je vous le disais, a rapport avec la divinité. Et en plus d'avoir rapport avec la divinité, elle a un rapport avec les automobilistes. Là, vous dites, mais Nicolas, qu'est-ce que tu racontes? Soyez attentifs. Il s'agit d'une rare Omega dite Saint-Christophe, ici par son numéro de série daté d'environ 1935-1936. Et cette Omega Saint-Christophe, elle présente un magnifique cadran vieil argent avec au centre la gravure du martyr portant sur son épaule l'enfant Jésus pour traverser une rivière qui deviendra l'emblème, le symbole de protection des voyageurs et aussi des automobilistes. Cette montre-là est rare, chez Omega, très rare. Même il y a eu différentes déclinaisons, il y a eu aussi un modèle un peu plus grand dans les années 1950. Et si on l'aime beaucoup et si en plus elle présente ce médaillon pour protéger les voyageurs et les automobilistes, elle possède une lunette tournante qui n'est pas graduée, qui est solidaire du verre et qui a un petit repère gravé, ce qui permet de mesurer des temps, des itinéraires. Donc vous voyez le rapport avec les voyageurs et ou les automobilistes. J'aime cette montre pour trois raisons. Évidemment, la première, la dimension symbolique, la dimension religieuse avec cette magnifique représentation, avec cette espèce de soleiller gravé au centre du cadran à côté de Saint-Christophe et de l'enfant Jésus. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est le fait d'avoir une montre de 28 mm de diamètre, donc extrêmement élégante, assez unisexe finalement. Et la troisième, c'est le fait que le mouvement de cette montre nous la date environ à 1935. Et quand on sait que la montre est apparue à peu près 1936-1937, ça en fait, à mon avis, un des premiers exemplaires à avoir atteint le marché. On ne racontera jamais assez la fabuleuse histoire de Reverso, vous savez, ce voyage de César de Trait, un proche de Lecoultre en Inde, où il voit les joueurs de polo qui se plaignent que leurs montres sont souvent cassées, les verres sont souvent cassés, donc il pense à utiliser une montre qui pourrait se retourner, donc un boîtier basculant avec une partie classique, avec le verre de montre et le cadran juste derrière, et de l'autre côté, une partie métallique qui est évidemment le dos du boîtier de la montre, qui permet, si on prend des chocs, de ne pas endommager le verre de montre. Alors le brevet est un brevet de René Alfred Chauveau, qui est un ingénieur français. Je crois que ça va être déposé au début des années 30, en 1931 de mémoire, et ensuite va être vendu à Spécialité Horlogère, la société fondée par Jacques-David Lecoultre et César de Trait. Spécialité Horlogère donc va racheter en 1933 ce brevet pour proposer la Reverso à peu près un an plus tard. Les magnifiques premières générations, d'ailleurs j'en ai vu une il n'y a pas très longtemps dans une
version noire juste magnifique qui appartenait à la grand-mère de la personne qui nous l'a déposée pour faire une révision. Bref, cette montre-là, elle est géniale, splendide, première génération, uniquement marquée Reverso sur le cadran, pas encore de Gégère Lecoutre ou de Gégère qui apparaîtront un peu plus tard. Bref, en tout cas, ici, on a entre les mains une version signée Gégère avec la mention fabrication suisse, des index en applique argentée, une minuterie chemin de fer noir, une petite seconde à 6 heures. Une pièce qui a un petit peu vécu, mais qui nous renvoie voilà, à ces années 30, juste magnifiques, avec la naissance de la Reverso. Et on a eu énormément de versions de la Reverso, comme je vous le disais, les premières générations avec marqué Reverso, la seconde génération, il y a marqué Gégère Lecoutre, il y a des versions Lecoutre, il y a des versions Gégère. Donc a priori, avant la fusion Gégère et Lecoutre, donc au cœur des années 1930, ici avec ces belles aiguilles glaive bleuies. Voilà, j'ai commencé comme ça avec des petites montres en acier ou en acier Stay Bright pour la Reverso et maintenant on va passer à un peu de France et un peu d'or massif, chers amis. La première montre dont j'ai envie de vous parler, c'est une pièce dont je n'ai même pas besoin de citer la marque tant elle est reconnaissable au cadran Clou de Paris, à ses index en applique à la fois carrés et ronds, à ses aiguilles glaive bleuies de très belle taille et ici ces spectaculaires cornes avec angle qu'on n'a pas l'habitude de voir. Évidemment, vous avez reconnu l'aspect d'une Boucheron signée Boucheron Paris en seau d'eau et renfermant à l'intérieur, puisque vous le savez, Boucheron a travaillé avec de nombreuses manufactures horlogères. Ici, un calibre de la maison Omega. Alors souvent, on a gravé sur le boîtier, comme vous verrez juste après, Boucheron Paris Omega, mais ici, ce n'était pas gravé Omega, mais vous avez bien à l'intérieur la forme du mouvement Omega, et évidemment la signature de ce mouvement. Regardez, petit détail d'expert à l'intérieur du fond de boîtier, vous avez le poinçon de maître JP avec un pendant de montre pour Jules Persson, qui était un fabricant de boîtes français qui a œuvré pour Omega, Longines et bien d'autres marques, même Patek Philippe, et qui fabriquait dans le 95 à Saint-Leu-la-Forêt. Pour continuer dans cette belle veine Boucheron, ici une pièce Boucheron en or gris, 18 carats à la fois pour le boîtier, à la fois pour son bracelet qui est lié corps et âme à la montre. Le fond ici est signé Boucheron Paris Omega. À l'intérieur, vous avez également un mouvement Omega. Ce que j'aime, c'est que la lunette est sertie de diamants taille brillant. Ce qui est beau avec l'horlogerie, ce qui est beau avec l'art, ce qui est beau avec la joaillerie aussi, c'est qu'on peut reconnaître la signature Boucheron sans savoir que c'est une Boucheron en lisant au dos de la montre. Vous avez quand même un cadran avec un très très fin motif guilloché. Vous avez les index qui sont gravés et vous avez ces aiguilles bâtons qui sont aussi représentatives des montres Boucheron que l'on aime tant. Le bracelet, il est assez beau, il est assez complexe et vous avez, encore une fois, signature de Boucheron, la fermeture à glissière ici. Ce que j'aime aussi avec cette Boucheron, c'est que vous avez un bracelet de belle taille, environ 17 cm, ce qui permet évidemment que je porte la montre et ce qui permet aussi de pouvoir ne pas rajouter d'or mais que la montre convienne au plus de poignées possible. Chers amis, continuons avec la maison Van Cleef & Arpels. Alors, j'ai vu cette petite montre pour la première fois, cette petite montre de poche, on pourrait appeler ça une montre de sac pour mesdames, mais également une petite montre que l'on peut poser sur un bureau en utilisant la bague qui lui est reliée par une charnière. Très intéressant, le poinçon qu'on a vu sur cette charnière, c'est un poinçon ovale avec à l'intérieur, d'un côté une tête de sanglier, de l'autre une tête d'aigle. Donc c'est un mélange d'or et d'argent, qui est un poinçon qu'on ne voit pas tous les 4 matins. Ce que j'aime beaucoup, évidemment, c'est le mélange à la fois de l'argent, du cuir vert qui est gainé sur une partie de la montre et cette boucle en torsade de cuir vert et en torsade d'or 18 carats, qui est juste fantastique, et signature sur le cadran 8 jours en plus de Van Cleef & Arpels, pour signifier qu'à l'intérieur, vous avez un mouvement mécanique et un montage manuel qui délivre 8 jours de réserve de marche. D'ailleurs, c'est très sympa quand on observe le mouvement. On voit ce gros barillet, évidemment avec un gros ressort, pour avoir une belle réserve de marche. Je n'ai pas réussi à trouver de poinçon de maître sur cette pièce. J'imagine qu'il faudrait enlever le gainage en cuir. Vous imaginez que je ne me suis pas risqué à faire ça. Ça aurait détaillé largement la montre, mais on sait qu'on a vu à peu près à la même époque de nombreuses pièces exactement de la même façon, alors souvent sans gainage de cuir, mais totalement en or ou totalement en argent, qui était signé Universal Genève, donc avec un mouvement universal à l'intérieur. Et ici, on a quand même une indication sur le mouvement qui est signé ETS Worms pour établissement Worms. Alors, il y a eu différents Worms, notamment autour de la place Vendôme et de la rue de la Paix. Il y a eu de la joaillerie, mais il y a aussi les établissements Worms de Maurice Worms qui ont travaillé pour des manufactures horlogères. Et donc Maurice Worms, ici probablement donc, établissement Worms, qui a
peut-être fabriqué la montre, mais en tout cas a utilisé un mouvement de ses stocks pour équiper cette très très jolie montre Van Cleef Arpels avec 8 jours de réserve de marche. Chers amis, pour continuer ce chapitre sur l'or, je suis tombé amoureux d'une très jolie petite Piaget, d'une finesse inégalable avec cette lunette sertie de diamants taille brillant. Vous avez un cadran or avec cet effet soleillé du plus bel effet. J'ai sélectionné cette montre parce que le cadran est dans un état proche du neuf. Vous avez ces index qui sont appliqués en décalque noir très fin, doublé à midi, 2 aiguilles fil bleuies tout simplement. La montre est une fabrication Piaget suisse avec le bracelet qui est signé Piaget. Sur le fond de boîtier, on voit les poinçons ovales hibou, donc pour signifier que la montre est une importation étrangère. Ici, suisse, vous avez également le poinçon importateur Georges Loac, GL, avec une petite épée au centre. Souvent confondu avec Georges l'Enfant, mais ça n'a évidemment rien à voir. Georges Loac était importateur de la maison Piaget, notamment en France. À l'intérieur, on a le plaisir d'avoir un petit calibre mécanique à remontage manuel, le calibre 9P, qui a permis tant de choses magnifiques chez Piaget en termes de finesse. Petit détail, je ne sais pas exactement quoi en penser, mais la montre venait avec un écrin Hermès Paris. Probablement que cette montre Piaget a été distribuée par la maison Hermès, et donc elle venait avec un écrin Hermès. Elle n'a pas de double signature sur le boîtier, pas d'écriture de stock, une probabilité seulement, mais c'est toujours beau d'y penser. Chers amis, continuons avec un duo de montres Cartier en or 18 carats qui sont peu communes. La première, c'est une tank, plutôt une tank de petite taille, avec un cadran assez peu commun, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de minuterie chemin de fer, alors que c'est un cadran du milieu des années 70, qui fait plutôt songer à des cadrans des années 40 et des années 50, signé Cartier avec ses aiguilles glaive bleuies. Au dos, vous avez non pas le poinçon de la société Edmond Gégère, mais le poinçon de la société anonyme Cartier. Et la tête d'aigle évidemment pour la garantie de l'or 18 carats, donc 750 millième. Vous avez une très très belle boucle Cartier également avec le poinçon tête d'aigle et surtout le poinçon de la société anonyme Cartier. À l'intérieur, un calibre ETA, donc vous savez que vous avez différentes signatures dans les mouvements Cartier. Au début, quand vous avez l'association avec Edmond Gégère, vous avez la fondation de l'entreprise European Watch Co. Après, vous aurez des mouvements qui sont signés Cartier Inc. pour Cartier Incorporation. Vous aurez des mouvements aussi signés Cartier qui sont fabriqués par ETA. Donc ici, une pièce du milieu des années 70, mais assez étonnante puisqu'elle nous renvoie à des années bien antérieures chez Cartier. J'ai eu le plaisir de trouver une autre petite Cartier intéressante avec son boîtier de format coussin et sa toute petite taille. C'est mon petit filio. Elle dévoile un cadran beige, des décalques chiffres romains noirs, des aiguilles non pas bleuies mais plutôt des aiguilles noires et son boîtier est réalisé en or blanc et la numérotation au dos, j'entends par là numéro de référence et numéro de série sur 2 lignes, ne fait pas du tout songer à une Cartier, mais heureusement, vous voyez sur le fond de boîtier qu'il y a aussi le numéro 2201 qui est le numéro de stock Cartier, mais en dessous, c'est certainement pas un numéro Cartier. Qu'est-ce que c'est? On trouve la réponse à l'intérieur, à la fois sur le fond de boîtier et à la fois sur le mouvement qui sont signés Baume et Mercier Genève. Ce qu'il faut savoir, c'est que la maison Cartier, dans toute sa riche histoire, a un moment été, dans les années 80 et 90, sous le giron de la maison Baume & Mercier. Donc Baume & Mercier utilisait son appareil industriel pour fabriquer des montres Cartier, donc signées Cartier, mais c'est plutôt un habillage Baume & Mercier. Ce qui est sympa avec cette montre, et ce n'est pas d'origine, c'est son bracelet. Bracelet en or 18 carats, un mélange d'or jaune et d'or gris qui est vraiment très sympa parce que déjà c'est une toute petite taille. Il possède 2 lames à ressort et il est signé d'un poinçon de maître français AD avec un symbole de colonne au centre. À l'intérieur, on trouve, comme je vous le disais, un petit mouvement mécanique à remontage manuel et c'est vraiment une très jolie pièce, plutôt féminine. Chers amis, mon gros coup de cœur de cette vente Rossini, c'est le lot 239, une petite pendulette en argent signée Ostertag du nom d'un bon joaillier de la place Vendôme qui s'appelait Arnold Ostertag, injustement oublié au XXe siècle, qui s'est installé place Vendôme au début des années 20, qui est mort aux États-Unis au début des années 1940 alors que la guerre faisait rage en Europe. Il a produit des choses magnifiques dans les années 20, dans les années 30, en particulier des objets avec des inspirations chinoises. Il a travaillé avec différents ateliers à Paris. Cette petite pendulette en argent, elle est signée du poinçon de maître Jaco
Guillermo, et à mon sens, elle est vraiment magnifique. Elle a des décors en émail cloisonné, noir, rouge, avec en particulier dans la partie avant un décor de fleurs et d'oiseaux. On a des chiffres mandarins sur la partie du cadran avec de magnifiques aiguilles bleuies. Vraiment une pendulette plein de détails qui possède une âme, véritablement, on peut le dire. Et c'est vraiment un de mes coups de cœur de cette vente chez Rossini. Nous sommes à Paris à la fin des années 1920 quand un ingénieur neuchâtelois, ayant étudié à l'École polytechnique fédérale de Zurich, du nom de Jean-Léon Reuter, réalise le rêve que certains ont mis une vie à concevoir sans succès. Ce rêve, c'est celui de l'horloge perpétuelle, celle qui n'a besoin ni d'électricité ni de la main de l'homme pour avancer. Ces pendules ont été au départ construites à Paris à la Compagnie Générale de Radiologie qui en a confié la gestion à Jean-Léon Reuter. Le premier modèle, nommé Atmos 0, exécuté en 1927, ne restera qu'un prototype. Il faudra attendre 1929 pour la Atmos 1 et une première commercialisation. Malheureusement, ces dernières n'ont pas été beaucoup vendues par la complexité de leur architecture, la fragilité et l'instabilité du système. La légende urbaine dit qu'un beau jour, alors qu'une personne importante chez Lecoultre arpentait les rues parisiennes, il tomba nez à nez avec une horloge inattendue dans la vitrine d'une horlogerie. Il en fit l'acquisition avant de se tourner vers Jean-Léon Reuter pour discuter. Nous sommes en 1932 et Lecoultre rentre dans l'histoire de l'Atmos en commençant à développer des mouvements pour la Compagnie Générale de Radiologie. À la fin du mois de mars 1933, les premières horloges apparaissent équipées du calibre 30 lignes à Lecoultre. Il faudra attendre 1935 pour que la Compagnie Générale de Radiologie délègue toute la production des horloges à Gégère-Lecoultre. Et les fameuses Atmos 2 rentrent en jeu à la fin des années 30 en passant de l'ancien système à base de mercure à la capsule anéroïde. Nous avons eu le bonheur d'avoir une Atmos signée Jean-Léon Reuter, donc les premières générations d'Atmos, si vous voulez, avant que Lecoultre rentre dans la danse. Et donc cette pendule est signée Atmos sur son cadran. On a la plaque au dos avec le brevet de Jean-Léon Reuter et on a surtout ce balancier qu'on dit en forme de collier de chien. Vraiment une pièce exceptionnelle à la vente chez Rossini. Et enfin, chers amis, pour rigoler, pour le fun, pour s'amuser un petit peu, j'ai le plaisir de présenter une petite Moeris signée sur le cadran James Bond 007. Alors quand j'ai vu la montre pour la première fois, j'ai fait qu'est-ce que c'est que ça? La montre plutôt de belle taille, un boîtier qui fait 13 années, fin 60, début 70, avec au dos la gravure de James, alors Sean Connery avec la mention stainless steel et waterproof. Et en fait, en cherchant un petit peu, j'ai appris qu'il y avait eu différents modèles de cette Moeris, à la fois mécanique et remontage manuel, à la fois automatique, pour célébrer la sortie du film Bon baiser de Russie en 1963, des montres qui a priori ont été produites au milieu des années 1960. Voilà, c'est un petit clin d'œil aux amateurs de James Bond. C'est vraiment une pièce très peu commune et assez amusante. Voilà, chers amis, j'ai envie de dire c'est tout, mais c'était quand même assez conséquent pour cette sélection de montres que j'aime tout particulièrement pour la prochaine vente de montres et de bijoux chez Rossini. Cette vente de prestige aura lieu à la maison de vente Rossini, donc en salle Rossini, 7 rue Rossini dans le 9e arrondissement de Paris, le vendredi 24 avril, évidemment, de l'année 2026, à partir de 14 h. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions, si vous avez des questions en particulier sur certaines pièces. Je serai là pour vous guider. J'ai fait exprès de choisir des pièces avec des petits budgets et des pièces avec des plus gros budgets. En tout cas, il y en a pour tout le monde. Posez-nous vos questions. J'espère que ce format vous plaît toujours autant. Et on se donne rendez-vous très très vite pour le 9e épisode de notre série perpétuelle. Merci.